Bonjour, bonjour. Bienvenue dans votre cours sur la méthodologie de la recherche. Excusez-moi. Aujourd'hui, nous allons faire en sorte de revenir sur certaines notions qu'on avait déjà vues. Là, je vais m'adresser avec vous. Notamment, je commence par vous rappeler de la plateforme que je vous ai déposé les modules, les cours que vous pouvez accéder et travailler sans problème. Alors, vous avez plusieurs options. Déjà, quand vous êtes sur Teams, il faut que vous vous connectez sur Teams. Si vous ne l'avez pas fait encore, il faut penser à le faire parce que c'est important. Une fois que vous vous connectez, vous pouvez accéder à l'ensemble des contenus de votre travail. Alors, de votre cours. Alors, vous connaissez déjà Teams, hein? Bon, ce n'est pas la peine de vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez sur Teams, hein, le Teams de l'école, hein, le Teams de l'école, vous cherchez à vous connecter sur 2025-2026/DBA avec le son Labossière. D'accord? Et là, vous allez sur Général, hein, vous avez toutes les personnes qui sont déjà connectées. Hein. Pour moi, j'ai l'historique, mais l'ensemble des fois que je lance l'appel, vous aurez quand même l'historique. Hein. Vous pouvez vous connecter pour accéder et même travailler, si vous voulez, et même aller plus loin. Alors, autre avantage, c'est que si vous avez Teams, vous pouvez, je ne sais pas, si vous avez accès déjà sur les 9 petits points ici, quand vous cliquez ici, vous avez accès à Word, PowerPoint hein, et SharePoint. Bon, tout ce qu'on fait est enregistré dans SharePoint. Je vous rappelle, pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas totalement Teams, vous pouvez avoir accès à Word. Si vous cliquez dessus, hop, vous voyez, vous affichez une page Word. Et à partir de cette page-là, vous pouvez déjà travailler sans problème, créer un document vide et commencer à travailler. Et voilà, directement, vous travaillez votre thèse hein, sans problème. Hein, vous pouvez commencer à rédiger, etc. etc. Bon, j'espère que vous avez cet accès-là. D'accord? Bon, on revient. OK. Sur cette plateforme, vous avez accès à l'ensemble des documents que j'ai déjà déposés. Par exemple, le sommaire que je vous ai déposé la semaine dernière qui vous permet d'accéder au plan. Au plan, c'est le plan que vous devez respecter dans le cadre du DBA, le plan qui permet de différencier le DBA d'une thèse classique. Voilà, ça c'est important. Vous aurez accès à ce document-là. Et après le plan, vous avez également le cadre de la rédaction de la thèse. Le cadre, c'est ça le cadre. Le cadre de la rédaction de la thèse que je vous ai déjà présenté. Et sans oublier l'introduction du cours, tout est là et vous pouvez accéder sans problème. Soit vous accédez au niveau des publications ou bien vous allez dans documents partagés. Vous avez l'ensemble des documents qui sont partagés de manière chronologique. Et vous pouvez accéder sans problème. Vous avez la date des modifications, modifiez-le. Ou bien si vous vous pouvez filtrer aussi en fonction des documents les plus anciens. Vous voyez, le premier document a été déposé le 17 novembre et puis 29 novembre. Et de suite ensuite, vous avez d'autres documents qui sont déposés pour vous. Voilà, je préfère vous rappeler. Il y a d'autres documents qui sont déposés pour vous. Vous pouvez accéder. D'accord? OK. Bon, voilà, ce qu'on va faire, on va essayer de revoir ces documents. Pourquoi c'est important? Aujourd'hui, c'est le 16 décembre. La prochaine séance, la séance de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on attend de vous? On espère que vous soyez présents parce que c'est important. La semaine prochaine, ce sera 22 ou 23. Vous devez être sur place. D'accord? Vous devez être sur place la semaine prochaine. Comme ça, vous partagez avec nous ce que vous avez déjà fait, les documents sur lesquels vous avez déjà travaillé, notamment la première partie. C'est ça qu'on va essayer de voir. Je réponds pour vous. Vous vous connectez sur Teams. Si vous n'arrivez pas à connecter, vous vous envoyez un message à votre responsable pour qu'il puisse vous permettre d'accéder sans problème. Alors, d'accord, on va dans publication. Ici, vous voyez les personnes qui sont déjà connectées et puis vous pouvez rentrer en contact avec Emma Bolt Agnon.
C'est ça, c'est la personne qui gère votre profil, votre inscription et qui a accès aussi. Vous envoyez un mail à elle et puis elle vous ajoute déjà dans le Teams. D'accord? C'est ça que j'attends que vous faites et comme ça, vous pouvez accéder à l'ensemble des documents partagés et je vous mets des documents au fur et à mesure. Alors, c'est vrai, ça fait longtemps que je vous mets des documents. Maintenant, j'aimerais que vous travaillez un peu. C'est pas seulement que je vous mets les documents, vous présente. Vous êtes présent dans les formations. À chaque fois que j'ai fait un cours, vous êtes connecté. Pour certains d'entre vous, vous êtes déplacés sur place, vous assistez. Oui, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que vous commencez à rédiger des choses exceptionnelles qui concernent votre thèse. Il faut que vous commencez déjà la rédaction. Vous rédigez des informations, vous partagez avec nous dans le cadre de votre thèse. Il faut rédiger et partager avec nous. C'est ça qu'on attend de vous. D'accord? Vous allez rédiger et vous partagez par la suite avec nous et ça nous aide également. La semaine prochaine, si 4 ou 5 d'entre vous peuvent apporter en présentiel, bien sûr, j'aimerais que vous soyez en présentiel. C'est notre dernier cours pour clôturer l'année. J'aimerais vous voir, vous amener vos sujets avec vous et comme ça, on travaille. Je ne vais pas faire des cours parce que faire des cours tout le temps, expliquer, ça fatigue. Ça fatigue parce que je ne sais pas si vous avez compris, si vous n'avez pas compris. Ça fatigue mentalement, ça me fatigue, je ne sais pas. Mais quand vous appliquez, vous amenez des choses avec vous, je peux relire, je peux voir et corriger ensemble avec vous. Et ça fait du bien et ça vous fait du bien, ça vous permet d'avancer aussi. Il ne faut pas que vous ayez le réflexe en disant que j'aurai le temps pour le faire ou bien je vais faire en sorte, je vais seulement, je vais faire en sorte seulement lire les documents, apprendre les cours ou bien assister aux cours. Après, je vais prendre 3-4 mois pour rédiger. Mais non, ça commence au fur et à mesure. C'est comme ça, on avance dans une thèse. Au fur et à mesure que vous avancez, c'est comme ça marche. Au fur et à mesure que vous avancez sur la rédaction, c'est au fur et à mesure que vous comprenez ce que vous faites. Il faut rédiger, même si vous ne comprenez rien du tout, il faut rédiger, même si derrière, on corrige. Parce que nous sommes là pour vous aider à avancer. On corrige et ça nous permet d'avancer ensemble. D'accord? OK, vous accédez ici, vous accédez à ces documents-là et puis vous commencez à rédiger. Bon, c'est ce qui me permet de vous rappeler les documents de base, notamment le document, cette fiche-là. Je vous ai parlé tout à l'heure, cette fiche-là, fiche 4 de la rédaction pour le cours de DBA. Vous commencez à rédiger déjà cette fiche. À partir de cette fiche, vous commencez à rédiger des choses exceptionnelles. Vous rédigez pour vous et pour moi et pour tout le monde et pour l'école aussi. Alors, vous commencez déjà par le thème général, vous rédigez le thème, vous donnez le thème, on parle d'hypothèse que vous connaissez sur quoi vous allez travailler. Même si vous ne connaissez pas, essayez de rédiger, essayez de voir ce qui vous intéresse vraiment. Quand vous étiez en master ou bien dans votre travail, dans un milieu professionnel, ou bien vous observez ce qui se passe autour de vous, ça vous permet déjà de rédiger quelque chose. C'est l'autre qui est le thème d'essai général. À partir du thème, vous allez trouver un problème déjà. Un problème, c'est ça votre sujet. Le sujet parle d'un problème. Le sujet va résoudre un problème d'ordre managérial. C'est ça qu'il faut retenir. Le sujet, à partir du sujet, vous avez, à partir du thème, vous avez le sujet, et le sujet parle d'un problème, que vous tentez d'apporter une solution, vous tentez de résoudre. Ça, c'est le sujet de votre travail. Et après, vous ajoutez ici, présenter par, ce sera votre nom et prénom. Et puis, sous la direction 2, ce sera mon nom et mon prénom pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore d'autres encadrants. Mais pour l'instant, c'est moi. Vous mettez mon nom et prénom. Pour le jury, vous laissez vide. Vous ne faites rien pour le jury. Et après, vous descendez à la deuxième page. Vous reprenez, même thème et même sujet.
Sauf là, vous allez plus loin, vous présentez une problématique. Une problématique n'est autre que une solution apportée, bonsoir, une solution apportée par rapport à un problème qu'on a constaté. Problème de gestion. C'est ça. Problème de gestion, c'est pour cela qu'il faut formuler une question. Il faut que cette question soit d'ordre général. C'est ça que vous faites. Et puis, vous allez essayer de décomposer votre problématique en plusieurs mots-clés, les mots-clés de votre problématique. Les mots-clés, il faut un certain nombre, minimum 5 et maximum 25. Il ne faut pas dépasser 25. Il ne faut pas avoir moins que 5. D'accord? OK, bon, voilà, c'est la technique, c'est ça. Vous décomposez et vous trouvez des synonymes. Les synonymes aussi sont des mots-clés. Les synonymes. Par exemple, si je parle de big data, on va avoir des synonymes comme gros volume, vitesse, vous voyez, la vitesse avec laquelle les données circulent, data, données, tout ça fait partie des problématiques autour de big data. D'accord? Si on parle de développement durable, on va avoir RSE, on va voir le mot durable, on va voir le mot développement, on va voir innovation, tout ça fait partie du développement durable. On va voir COD, ça fait partie du développement durable. Empreinte carbone, ça fait partie du développement durable. Vous voyez, c'est ça. C'est comme ça, on formule les mots-clés. Il faut un certain nombre de mots-clés. Minimum pour les mots-clés, il faut 5 et maximum, il faut 25. Il ne faut pas dépasser 25. Il ne faut pas descendre en dessous de 5. D'accord? Là, je crois que vous m'avez compris et comment ça marche. Ça marche très bien. Et quand vous respectez les codes, et ça marche très bien. Pareil pour le thème, tout ce qui passe dans la tête, il faut tout rédiger, tout mettre de côté. Et pour le sujet, pareil, du sujet, vous allez formuler plusieurs titres du sujet et après, vous allez les comparer pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas selon votre compréhension. D'accord? Tout ça, c'est selon vous. Ce n'est pas selon moi, ce n'est pas selon d'autres personnes, c'est selon vous parce que c'est vous qui alliez travailler sur le sujet. C'est vous qui allez travailler sur le sujet. C'est la raison pour laquelle le sujet doit avoir du sens pour vous. Si ça n'a pas de sens, on peut vous aider quand même à améliorer. S'il y a quand même des mésinterprétations, on peut vous aider. Mais dans l'ensemble, c'est votre travail. Ce ne sont pas les autres qui vont travailler pour vous. C'est votre problématique. C'est à vous d'affiner et de bien présenter votre problématique. Alors, la technique pour les thèmes, c'est tous les thèmes qui passent dans la tête. Vous écrivez. Une fois que vous sélectionnez, après vous allez faire une sélection. Une fois que vous terminez la sélection, vous sélectionnez un thème et vous allez faire découler votre sujet. C'est pareil pour le sujet, la technique, c'est toutes les idées qui passent à la tête, vous les rédigez pour le sujet. Toujours avec les thèmes clés qui correspondent avec votre thème général, avec des mots-clés qui font partie de votre thème général ou bien des synonymes qui font partie du thème général. D'accord? Vous rédigez plusieurs phrases qui parfois d'autres déclaratives. Vous rédigez ces phrases-là et ça va être votre sujet. Après, vous allez jouer. Vous allez dire, est-ce que ça correspond, est-ce que ça ne correspond pas par rapport à mon sujet. Et puis, du sujet découle la problématique. À partir de votre sujet, vous allez formuler une problématique. Vous allez formuler une question qui n'est autre que votre problématique. Pareil, vous pouvez formuler diverses questions, plusieurs questions même pour la problématique. Et après, vous allez regarder, vous allez jouer sur la cohérence entre la problématique et le sujet, et après la problématique et le thème général. Une fois que vous terminez vraiment faire ce travail, vous allez jouer, vous allez sélectionner et 2 ou 3 qui correspondent et au final, vous faites une sélection et pour terminer. D'accord? Et de la problématique découle un certain nombre de mots-clés que je vous ai parlé, minimum 5 et maximum de mots-clés qu'il ne faut pas dépasser, c'est 25. D'accord? 5, 25. Après, vous descendez, vous parlez de la caractéristique du sujet, ou il y a des caractéristiques du sujet. De quoi parle-t-on? C'est ça, les caractéristiques du sujet. Si on parle de Big Data, de quoi est caractérisé Big Data? On va voir les volumes de données, les volumes en circulation, on va voir la vélocité, la vitesse avec laquelle les données circulent. Vous voyez, c'est
tout ça qu'il faut tenir compte. Il faut tenir compte qu'il faut prendre en compte et prendre en considération. C'est ça qu'on vous demande de faire, mais il ne faut pas inventer les choses. Bon, votre rôle, ce n'est pas d'inventer, mais plutôt de caractériser. Pour caractériser votre sujet, il faut faire ça en fonction des informations factuelles. Il faut baser sur des données. Qu'est-ce que tel auteur a dit? Qu'est-ce que telle étude a révélé? Vous voyez, par rapport à votre sujet, qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce que les consommateurs aiment? Ce que les consommateurs recherchent, c'est basé sur des études. Et ça, c'est important pour mieux caractériser votre sujet. D'accord? Vous vous basez sur des études, ça vous permet de caractériser votre sujet. Caractériser votre sujet, c'est de dire ce que les auteurs attendent, ce que les clients attendent, et comment ça fonctionne, comment fonctionne son marché, etc. Oui, c'est les caractéristiques de votre sujet. Bon, une fois que vous terminez avec cette deuxième page, on passe dans une autre page, troisième page, qui est plutôt là que vous allez jeter les bases de votre travail, vous allez donner des explications autour de votre travail. Des explications pour le sujet, des explications pour la problématique, des explications sur tout et aussi quel impact de votre sujet à la fois pour le monde professionnel, à la fois pour le monde académique, etc. D'accord? Commencez à voir ça. Et aussi les intérêts de votre travail, l'ensemble des intérêts, c'est ça qu'on va voir. Alors, pour l'introduction du sujet d'étude, vous faites une courte introduction, pas plus que courte, parce que si c'est long, ça va fatiguer les gens, mais c'est pour cela qu'il faut rester précis pour ce court dès le départ, parce que vous êtes au début de votre travail. Mais par contre, demain, quand vous avancez vraiment sur votre travail, c'est là que vous pouvez enrichir de plus en plus votre introduction. Ça, c'est important. Alors, autre chose, déjà, pour l'introduction, là-dedans, vous faites une explication et vous présentez l'explication et les objectifs du sujet, contexte, analyse sectorielle, historique. Bon, là, c'est encore plus loin. Bon, ça, vous verrez ça après dans le document qu'on vous a présenté, le sommaire, parce que c'est important. Voilà, on avance et vous présentez la problématique et les questions de recherche. Exemple, qu'est-ce que je vais démontrer et pourquoi? C'est ça la question de recherche. La question de recherche ou problématique, votre problématique, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez démontrer. Est-ce que vous voulez démontrer la consommation de l'alcool nuit à la santé, la fumée nuit à la santé? Vous voyez, ça c'est important. Vous expliquez, d'accord? Vous expliquez. Vous formulez votre question et après vous expliquez derrière. Ok, c'est ça. C'est pour cela que vous vous posez la question, qu'est-ce que je veux démontrer et pourquoi? Voilà, ça c'est la première question qui n'est autre que la problématique. Et la deuxième question qu'on pose, ce sont des sous-questions de recherche qu'on considère comme des hypothèses de recherche. Des sous-questions qu'on se considère comme des hypothèses de recherche. Alors, ces sous-questions annoncent souvent les résultats attendus. D'accord? Les questions spécifiques, ce sont des questions qui stipulent les résultats attendus à la fin de votre thèse. À la fin de votre thèse, qu'est-ce qu'on doit attendre? Qu'est-ce que vous devez attendre? Voilà. Ça, ce sont les sous-questions. On dit les sous-questions sont considérées comme des hypothèses de recherche. D'accord? Et les hypothèses de recherche sont les résultats attendus. Qu'est-ce qu'on attend au final? Au final, qu'est-ce que ça va permettre? Qu'est-ce que ça apporte? D'accord? C'est tout ça qu'on vous demande de présenter et d'argumenter. Quels sont les résultats attendus? Autre chose, déjà, les motivations pour ce sujet. Bon, pour les motivations, parfois, on attend tellement des choses, on entend tout et rien des fois. C'est pas parce que vous avez vu quelqu'un parler ou bien vous avez entendu parler à la radio, vous avez vu à la télé quelqu'un qui parle, que ça vous motive maintenant. Les motivations sont factuelles. Pourquoi vous travaillez sur ce sujet? Qu'est-ce que ça va vous apporter en termes de valeur ajoutée dans vos connaissances? Oui, ça c'est important. Il faut mentionner ça. Et qu'est-ce que ça va contribuer en termes de fort? Qu'est-ce que ça va contribuer pour vous?
d'accord, en termes d'efforts à ne pas faire, et comment ça va améliorer vos conditions de vie et vos conditions de travail, par exemple. Ça, ce sont vos motivations. Il ne faut pas dire que j'étais dans tel pays, je vois que ça marche et je pense que ça peut marcher. Aussi, c'est pour cela que je vais le tester. Mais non, ça ne veut rien dire. D'accord? Parce que si vous voyez que les gens testent, si vous avez envie, ce n'est pas juste avoir envie pour envie, mais il faut que ça soit basé sur des choses factuelles parce que c'est important. D'accord? Voilà. C'est ça vos motivations parce que c'est important, il faut que vos motivations soient factuelles. D'accord? Il faut baser sur des faits, il faut baser sur des choses vraiment qui permettent de convaincre le lecteur. Et puis, on a les intérêts, que ce soit personnel, professionnel, académique, sociétal, alors que je ne vais pas passer mon temps à expliquer parce que vous savez déjà, intérêt personnel, qu'est-ce que ça vous apporte à la fin de ce travail, intérêt professionnel, qu'est-ce que ça apporte pour les professionnels, les managers, en termes de contribution, et puis intérêt académique. Alors, intérêt professionnel a un rapport direct avec les sous-questions ou bien hypothèses. D'accord? Intérêt académique, quelle lacune que ce travail permet de combler. En termes de lacunes, en termes de définition, vous allez voir dans le cadre de votre travail, est-ce que le sujet n'est pas bien défini? Si on parle de l'intelligence artificielle, c'est un mot galvaudé. C'est différent, totalement différent de l'intelligence artificielle générative ou de l'intelligence artificielle et prédictive ou bien intelligence artificielle tout court. Vous voyez, il y a autant de différences. C'est pour cela que un travail qui permet de les différencier, d'apporter des précisions, ça, c'est un travail noble, ça fait partie des contributions académiques. D'accord? C'est interacadémique, c'est combler ces lacunes. Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas encore d'études développées autour de ce thème? D'accord? Ça, c'est une contribution académique. Et puis, on a contribution sociétale. Et la contribution sociétale, et qu'est-ce que ça permet d'apporter à la société? Qu'est-ce que votre travail contribue-t-il à améliorer la société? Comment votre travail contribue-t-il, je voulais dire, à améliorer la société? Alors, c'est ça qu'on vous demande. Et après, vous pouvez, une fois que vous terminez cette première partie, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. Vous avez mon mail ici, mes 2 mails, le mail de l'ISMAC Microsoft, comme ça me permet d'accéder directement, ça permet d'envoyer directement par Teams. Vous pouvez me partager un document aussi, sans problème, ou bien vous m'envoyez par mail, mon mail personnel. Là, c'est mieux parce que quand vous partagez par Teams, je peux voir, je peux vous faire des commentaires directement dans Teams et vous voyez ça et vous pouvez valider, accepter ou pas. OK, bon. Après, là, c'est déjà l'étape préliminaire. Comment vais-je m'y prendre? Comment je vais m'y prendre ou vais-je m'y prendre? Quelle va être ma méthode de travail? Là, c'est vous penchez déjà sur la méthodologie appliquée. La méthodologie, on avait commencé à parler la semaine dernière. Vous vous rappelez, la méthodologie, les différents types de méthodologies qui existent. Bon, bien que je vous conseille beaucoup plus une approche hypothétique ou déductive, mais quand bien même, c'est important de faire ce travail, ce plan managérial qu'on va voir vraiment dans le cadre du plan que je vous ai suggéré. Et puis, les premiers chapitres, c'est un plan. Bon, vous basez sur le plan que je vous ai donné. Bon, je m'arrête là sur cette partie parce que ce n'est pas le but, mais quand même, je souhaiterais vous rappeler que c'est important. Vous travaillez sur cette fiche, vous présentez votre travail et comme ça, je passe pour les étudiants qui sont en première année qui n'ont pas encore fait bien. Les étudiants qui sont en première année qui l'avaient fait l'année dernière, mais qui n'étaient pas aboutis. Vous affinez, vous corrigez, vous affinez et vous m'envoyez, vous avez 2 mails pour m'envoyer. Ça, soit vous m'envoyez par Teams directement à ce mail-là, vous voyez, vous l'avez, c'est ça, ou vous m'envoyez par mon mail personnel ici, c'est labosier.wilson@gmail.com. Vous voyez, Wilson avec 2 fois N. Parfois, on a tendance à oublier, mais il faut ajouter 2 fois N.
dans mon Wilson, dans le nom Wilson qui est à moi. D'accord? Et puis, vous m'envoyez. Ça, c'est bon. Raison, j'ai fait maintenant parce qu'on a terminé avec ça. On passe maintenant à l'autre. Déjà, c'est le sommaire dont je vous ai parlé. Ça, c'est plutôt pour les étudiants qui sont déjà en deuxième, troisième, quatrième année. Voilà, ce sommet-là, il faut respecter. Pour rédiger votre introduction générale, déjà, il faut commencer par présenter le contexte organisationnel ou bien le contexte en fonction du secteur d'activité. Si vous travaillez sur le secteur médical, c'est le contexte du milieu médical, une présentation du contexte du milieu médical. Comment ça fonctionne? Ou bien si vous faites ça dans le cas des cabinets de conseil, avec le contexte des cabinets de conseil. Je me rappelle l'année dernière, il y avait un étudiant qui travaille dans les salles de sport, c'est l'application du CRM dans les salles de sport pour améliorer l'expérience client et augmenter les chiffres d'affaires. Alors là encore, c'était le contexte du sport, le contexte des salles de sport. Vous voyez, le marché des salles de sport. Vous voyez, c'est ce contexte-là. C'est comme ça. Et puis, vous décrivez le problème sur le plan managérial. Alors, ces secteurs-là, les salles de sport, sur le plan managérial, quel problème que ces salles rencontrent, que les salles de sport rencontrent. Si vous faites ça en milieu hospitalier, quel problème le milieu hospitalier rencontre? Si vous faites ça pour le milieu universitaire et quel problème le milieu universitaire rencontre? C'est ça que vous faites maintenant. Je dois rentrer en plus de détails. Et puis après, vous justifiez sur le plan stratégique, à savoir les enjeux du business, de performance, du risque. Vous voyez, tout à l'heure, on avait parlé de performance, quel type de performance? C'est performance commerciale et pour faire performance économique. C'est à vous de voir ça. En termes de performance, il faut voir ça. Est-ce que performance dans le recrutement, par exemple, dépendamment de votre sujet. Et si c'est performance en recrutement. Voilà. Et puis, performance en termes de fidélisation. Les clients viennent et les clients repartent. Pourquoi on a du mal à fidéliser la clientèle? Ça, ce sont des informations importantes que vous devez intégrer dans le cadre de votre travail. D'accord? Ce sont des informations importantes. Là, vous devez tenir compte de ça et quand vous faites ce travail sur ce format-là, ça vous permet d'aller vers l'avant et avoir des choses exceptionnelles. Question managériale et objet de transformation. Et c'est vrai, comment on peut améliorer ça? D'accord? Question. Vous questionnez comment on peut améliorer ça, le cadre général de la recherche-intervention et aussi le cadre, c'est la même chose qu'on avait dit tout à l'heure, comment vous allez vous prendre, d'accord? Le cadre général. Et puis, les valeurs ajoutées attendues, ce sont les résultats attendus, vous voyez? Structure globale de la thèse, et puis c'est important. Vous faites ça, et puis, où je vous attends au tournant, j'attends tout le monde, c'est ce travail-là, c'est le contexte interne, le contexte pour l'entreprise, pour les secteurs, pour les domaines, pour le marché, etc. Et puis les caractéristiques qu'on avait déjà parlé, ça, c'est la bonne rédaction. Là, vous êtes rentré d'emblée dans la bonne rédaction. Alors, les petits étudiants qui sont en deuxième année, j'aimerais que vous terminiez cette partie avant le mois d'avril, ou mars ou avril, avant le mois d'avril, vous terminez cette partie. D'accord? Parce que ça, quand vous terminez cette partie, ça, on peut déjà projeter vers l'avant. D'accord? Ça, c'est important. Vous faites cette partie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez des questions sur, par exemple, les modèles que j'ai mis ici, par exemple, modèle Ishikawa, Pestel, vous connaissez déjà. Benchmark concurrentiel, bon, c'est avec Porter. Et puis, les KPI, les ROI, tout ça, c'est aussi des outils de management, quel que soit SWOT, que ce soit Balanced Scorecard, BSC, tableau de bord prospectif, et puis le LEN, et puis les BPMN, et les Design Thinking, les OKR, et stratégie au CMB, etc. C'est tout ça que vous devez en tenir compte dans le cadre de votre travail et pour faire des propositions. D'accord? Vous devez en tenir compte, faire des propositions derrière. C'est ça qu'on attend dans cette première partie.
Et les dysfonctionnements observés dans le secteur, par exemple le secteur bancaire, quels sont les dysfonctionnements observés? Ça, c'est vous travaillez sur les banques. Ça, il faut faire ce travail. Et ça, c'est génial quand vous faites ce travail. Et puis, analyse du marché de l'offre, de la demande, des tendances, les pistels, tout ça, c'est formidable. OK, je m'arrête là. Et puis, là, j'attends pour tous les étudiants qui sont en deuxième, troisième, quatrième, parce que je n'ai pas trouvé ce travail. Et je suis en train de lire deux thèses pour l'instant. Ces deux thèses-là, il n'y a pas ce travail. Ça montre des faiblesses. Ça montre, c'est comme si on lit une thèse académique. Mais nous sommes dans le DBA. DBA est une thèse professionnelle. Des gens qui vont dire que c'est plus simple, c'est pas plus simple. C'est plus compliqué dans le sens qu'il faut que vous soyez honnête et vous soyez professionnel. Bon, je ne vais pas rester dessus, mais je vous rappelle de temps en temps, je vous rappelle à chaque séance, il faut cette première partie, il faut cette introduction générale et il faut cette diagnostic initial pour la compréhension du problème. D'accord? Et une fois que vous terminez, c'est à ce moment-là vous pouvez attaquer la revue des littératures. Bon, je m'arrête dessus. Bon, peut-être je reviens après. Maintenant, on va passer au but du jour. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? D'accord. Alors, on avait déjà parlé, tout à l'heure, on dit l'introduction générale, on reste toujours dans l'introduction générale. Vous présentez la problématique, intérêt, motivation, c'est le cadre général pour la fiche. Vous présentez ça sur la fiche. Et après, vous allez reprendre le grand format qu'on a présenté tout à l'heure, le sommaire, à respecter, avoir une vraie introduction purement DBA et un diagnostic de situation. Pour comprendre le problème, ça aussi, c'est un autre chapitre. Ça fait déjà deux grands chapitres. Grand chapitre, le premier chapitre, c'est le chapitre d'introduction. Ça, c'est colossal. Et le deuxième chapitre, c'est le chapitre sur le diagnostic pour comprendre les dysfonctionnements du marché. Ouais, ça permet de comprendre les dysfonctionnements. Ça, c'est le deuxième grand chapitre. C'est dans ce deuxième grand chapitre, si vous me permettez, je reviens à nouveau dans ce deuxième grand chapitre. C'est là que vous allez démontrer votre capacité en tant que stratège du business, votre capacité pour gérer les problèmes, pour comprendre les problèmes et proposer des solutions. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas juste qu'on met ça, juste pour faire plaisir. On met ça, c'est pour comprendre déjà comment mener une étude, faire un benchmark, comment faire un diagnostic aussi, et puis comment mieux appréhender des problèmes et proposer des solutions. C'est ça que vous faites, notamment par l'intermédiaire des outils que vous utilisez à la fin. Bon, je vous mets ces outils-là, à savoir Balanced Scorecard, et le BPMN et Design Thinking, les OKR et Océan Bleu avec d'autres que vous pouvez toujours utiliser. Mais c'est ça que je voulais dire. Et etc. qu'on a, autres, il faut ajouter, autres que vous connaissez déjà, vous pouvez ajouter. On ne va pas les utiliser d'un coup, mais non, on va voir en fonction du sujet traité. Est-ce que c'est SWOT qui est approuvé? Bon, SWOT, on fait toujours SWOT, mais par contre, est-ce que c'est Balanced Scorecard qui est approprié? Est-ce que c'est Learn qui est approprié? Est-ce que c'est BPMN qui est approprié? Est-ce que c'est Design Thinking? Ou bien, est-ce que ce sont les OKR qu'il faut faire? Ou bien, est-ce qu'on doit appliquer la stratégie au CMB? Stratégie au CMB. Bon. Alors, ça me rappelle d'un collègue qui voulait travailler. Bon, il s'appelle Arnaud. Bon, je ne vous donne pas son nom, ça c'est son prénom, c'est Arnaud. Il voulait travailler sur la stratégie. Bon, sa thèse était en stratégie. Il avait comme sujet déjà, comme premier sujet, comme premier outil à utiliser, il avait pensé à SWOT. Il avait pensé à SWOT aussi, il avait pensé également à la stratégie Océan Bleu. Bon, vous voyez, là, c'est purement stratégie, mais on l'avait dit non, vous pouvez utiliser ces outils-là dans votre diagnostic de base, c'est vrai, mais ce ne sera pas votre cœur de travail, vous n'êtes pas en DBA. Alors, cela, c'est maintenant, je vois que les professeurs avaient raison. Ils avaient dit, vous n'êtes pas en DBA, c'est plus en DBA, on utilise ces outils comme outils de base. D'accord, une fois que vous terminez ça, je vous rappelle, vous faites la revue littérature. Maintenant, on passe à ça.
Déjà, on rappelle que vous faites l'introduction générale, vous travaillez, vous améliorez, c'est tout deuxième, troisième année, quatrième année, en fonction du modèle que je vous ai présenté, sans oublier la partie du classique, intérêt, problématique, benchmark, motivation, contexte, etc. Après, vous construisez votre problématique, qui c'est la question générale, et de la recherche et de vos motivations. Et puis, vous passez à la structure de la thèse. La structure de la thèse, vous présentez comment votre thèse est structurée, les différentes parties qui composent votre thèse. Et puis, là-dedans, et quel sera votre terrain d'expérimentation, bien votre méthodologie de travail, vous présentez tout ça. Là, on n'a pas de problème. Par contre, on va encore plus loin. C'est le début de la revue de littérature. C'est ça, on va essayer de voir. C'est vrai, bon, je n'ai pas encore abordé. Si seulement lors de la première séance, j'avais mentionné vaguement. Non, on va passer à la littérature. On parle d'hypothèse, vous avez déjà votre question, votre sujet, votre question de recherche pour votre problématique, c'est déjà OK. Et une fois c'est OK, vous avez déjà vos mots-clés, tout est bon. Et puis, votre introduction, ça tient la route et votre diagnostic, ça tient également la route. Votre diagnostic tient également la route. C'est à ce moment-là, on va passer à autre chose. D'accord? Maintenant, on passe à la revue de littérature. Qu'est-ce que la littérature a dit dans le cadre de ce travail? D'accord? C'est ça qu'on attend que vous devez faire. D'accord? La revue de littérature. Qu'est-ce que la revue de littérature? Maintenant, pour la revue de littérature, déjà, qu'est-ce que la revue de littérature? C'est quoi une revue de littérature? Pourquoi les références sont cruciales et comment ne pas plagier? Où trouver de la littérature? Qu'est-ce que le cadre conceptuel? Définissez le cadre conceptuel basé sur votre problématique de recherche et comment rechercher de la littérature et présenter des sources. Bon, ça, vous savez déjà, je ne vais pas me répéter plusieurs fois. Seulement là, on est là pour apporter un peu de précision de tout ce qu'on a déjà dit et tout ce qu'on a déjà fait pour voir comment on peut améliorer votre travail. Alors, qu'est-ce qu'une revue de littérature? Une revue de littérature, c'est quoi une revue de littérature? Une revue de littérature, c'est quand vous passez en revue. Le mot, c'est revue. Vous voyez, revue de littérature. Tout ce qu'on trouve, c'est de la littérature. C'est de la littérature. On lit. Ça permet de comprendre des choses. C'est ça, la revue de littérature. Bon, avant qu'on aille plus loin, on va parler de la littérature sur sa forme. La revue de littérature sur sa forme. Sur la forme, comment ça doit présenter? La forme, on dit par rapport, votre rapport doit être lu sans effort. C'est ça dans la revue de littérature. La revue de littérature, quand on va lire la revue de littérature, il faut qu'on lit votre rapport sans effort. À savoir, déjà, il faut qu'il n'y ait pas de faute, déjà, ça c'est important. Vous relire, c'est vrai, vous utilisez pas mal d'outils informatiques d'intelligence artificielle pour corriger, mais bon, ça n'est pas suffisant. Il faut donner à des correcteurs, à des personnes qui corrigent, des personnes qui font que ça, des correcteurs, des correctrices, des personnes qui font que ça, on les paye de l'argent. Bon, parfois, ils exagèrent aussi. Parfois, ils demandent beaucoup d'argent par page. Vous voyez, quand c'est beaucoup par page, c'est très lourd à gérer. Bon, il y a certains qui demandent même 2 € par page. 2 € par page, imaginez, vous avez 200 pages, ça fait 400 €. D'accord? Ça fait lourd. Parfois, il y a des gens, c'est par nombre de caractères qui demandent. C'est pour cela, il faut donner à lire, payer quelqu'un pour relire votre travail. Mais vous faites ça quand le travail est terminé. Quand c'est vraiment votre professeur ou votre encadrant, soit moi, vous a demandé de corriger les dernières choses, vous envoyez, vous dites, ah, c'est bon, mais il faut envoyer à quelqu'un pour relire. C'est ça, moi, je l'ai fait. J'avais donné à quelqu'un pour relire mon travail. Majorité des professeurs que vous voyez, c'est ça qu'ils font. Parce que quand on travaille, on fait le travail tout seul.
Les professeurs nous disent oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais parfois il y a des erreurs qui glissent. Les professeurs, si le professeur a confiance en vous, le professeur ne voit pas. Et vous aussi qui avez travaillé, vous n'avez pas de compte, vous ne voyez pas ce que vous avez fait. Alors ça, c'est important. On dit que vous pouvez utiliser déjà, sans abuser, quelques conseils que vous pouvez utiliser. Évitez les symboles et autres signes kabbalistiques du type IE, c'est-à-dire TKJE pour technologie, MKG pour marketing, QQCH pour quelque chose, QQN pour quelqu'un, plus ou moins, la flèche implique, etc., etc. Il ne faut pas les utiliser. Quand vous les utilisez, ça cache la qualité de votre travail. D'accord? Il ne faut pas les utiliser. Déjà, c'est pour cela qu'on les appelle des signes kabbalistiques. Aussi, précisez toujours vos notations. Précisez toujours vos notations et vous pouvez utiliser les notations les plus utilisées. Si c'est possible, il faut utiliser les notations qui sont généralement utilisées par d'autres auteurs, par d'autres étudiants, par d'autres chercheurs, par d'autres docteurs ou par d'autres doctorants. Ça aussi. Il ne faut pas utiliser en trop parce que sinon on arrive à l'overdose. D'accord? Il faut éviter toute overdose. Si c'est trop élevé, ça va alourdir le travail. D'accord? Ça va alourdir le texte. Quand on voit, et selon telle personne, et oui, vous donnez une courte explication, et après vous arrivez plus loin, vous dites selon telle personne, là encore, c'est fatigant. Ou bien telle personne a dit, 2 points, et vous ajoutez. Mais telle autre personne a dit, voilà, mais c'est pour cela il faut paraphraser. Quand vous paraphrasez, c'est bien. D'accord? Et puis le plus souvent, quand vous utilisez trop selon, telle personne a dit, ça paraît inutile pour les travailleurs. Autre chose, les notes de bas de page aussi. Pour les notes de bas de page, vous les mettez en Arial 5, tandis que pour les textes principaux, c'est Tension Romaine 12. Alors, désolé, c'est Arial 9, c'est ça, j'ai dit Arial 5, c'est Arial 9. Pour les notes de bas de page, c'est Arial 9. Pour le texte principal, c'est Police Time Romaine 12. Times Romaine 12. Note de bas de page, Arial 9. Le corps du texte, soit police des caractères, Times Romaine, et la taille, c'est 12. Il ne faut jamais oublier. Et les interlignes, comment on les gère? C'est toujours 1.5. Interligne 1.5. Pas plus que 1.5, pas moins que 1.5. Interligne 1.5. Sauf dans le cas des tableaux, quand des tableaux, on considère souvent interligne simple. Dans le cas des tableaux, ce sont des interlignes simples dans le cas des tableaux. D'accord? Sauf dans le cas des tableaux. Dans le cas des tableaux, on prend des interlignes simples. Dans le cas des tableaux. D'accord? Sinon, c'est interligne 1.5, pas simple. Interligne 5, c'est interligne 1. Vous voyez? Interligne simple, c'est pour les tableaux. Mais dans le cas du document, le code du texte, c'est interligne 1.5. Pareil, quand vous allez espacer les auteurs, c'est interligne simple, mais vous mettez un espace d'un saut de ligne. D'accord? C'est pour cela, c'est interligne simple pour les références biographiques. Il faut toujours faire l'effort de présentation. Par exemple, avoir une mise en page aérienne des chapitres, des sous-chapitres, des sections, des titres, des sous-titres, des paragraphes. C'est comme ça. Chapitre, voilà. Sous-chapitre. Alors, chapitre, c'est ça. Sous-chapitre, ça. Et puis, des titres ou sous-titres, c'est comme ça. Sous-chapitre, c'est comme ça. Sous-titre, c'est comme ça. Et puis, paragraphe, la taille. Ce que je vous montre là, c'est en termes de la grosseur des
des textes, hein, la grosseur des polices des caractères. D'accord? C'est ça. Il faut bien aérer les chapitres et les sous-chapitres, les titres et sous-titres hein, et paragraphes. C'est comme ça qu'il faut procéder. On peut encore aller plus loin, on peut avoir des titres, des sections aussi, des sous-sections aussi, on peut avoir plusieurs. L'essentiel, c'est que ça respecte le format d'entonnoir. D'accord? C'est toujours sur la forme. On est toujours sur la forme. On dit essayez de ne pas trop long déjà. Les phrases longues, essayez de ne pas être trop long. Pas trop longue, ça signifie qu'il faut faire des phrases courtes, en termes de phrases et de textes. Si le texte est long, il faut ajouter des sous-titres. Oui, des titres et des sous-titres. D'accord? Si c'est trop long. Essayez de ne pas en abuser, de ne pas mettre des phrases trop longues. Et attention au plagiat, c'est ça. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec l'IA, ChatGPT ou des outils d'OpenAI, hein, et quand vous les utilisez, vous avez tendance à utiliser à outrance. Il ne faut pas utiliser déjà. Je vous ai expliqué comment faire. Vous utilisez ces outils pour trouver les informations, mais la rédaction, c'est vous. C'est vous qui rédigez. Ce n'est pas l'IA qui va rédiger à votre place. C'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas l'IA qui va rédiger à votre place. D'accord? C'est pour cela qu'il faut prêter attention à ça. Et quand vous utilisez les contenus des auteurs, il faut citer les auteurs. Parce que sans les auteurs, vous ne pouvez rien. Il faut les citer. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les contenus d'un auteur sans le citer derrière. Et autre chose que je dois préciser également pour vous, si vous utilisez souvent l'intelligence artificielle est limitée. L'intelligence artificielle peut vous donner tout et n'importe quoi comme réponse. Je prends mon cas, j'ai rédigé un article, je voulais avoir des sources et puis c'était un article sur le sport avec des histoires qui restent toujours en tête quand j'étais petit. J'ai questionné l'IA, j'ai dit, mais par exemple, tel club de foot avait joué tel match contre tel club en telle année, j'oublie le score, est-ce que vous me pouvez donner le score? Et puis l'IA nous sort un truc bateau pour donner un score hallucinant. Et quand on tape sur Internet, on voit que ça n'existait nulle part. Et heureusement, je me rappelle que le score, il n'y avait pas tellement grand écart. C'est soit 1-0 ou 1-1 ou 2-1. C'était comme ça. C'est pas plus que deux buts pour une équipe. J'ai fouillé. J'ai finalement trouvé que ça date de 1999. J'étais petit, je me rappelle, j'ai ces souvenirs-là. Vous voyez? Alors, mais l'IA ne peut pas. Et quand je précise pour l'IA m'a dit, ah oui, c'est vrai, il y a dans tel archive, ça existe. Vous voyez ça aussi. Mais quand vous allez utiliser ça pour rédiger, c'est ça le problème. OK, les figures, les photos, les graphiques et les tableaux sont insérés dans le texte, c'est pas en annexe qu'il faut mettre, c'est toujours dans le texte. Et toujours annoncés dans le texte avant leur apparition dans le document. Par exemple, si ici, je vais placer ici une figure, un tableau ou un graphique, ou bien une courbe, par exemple, ou bien une photo, par exemple, il faut que j'annonce ici dans ce paragraphe-là que, voilà, la figure suivante explique, etc., le tableau suivant explique, ou bien je mets voir le tableau suivant, etc., etc. Ou bien j'annonce le tableau comme illustré par le tableau ci-dessous. Vous voyez, c'est ça. Il faut que vous vous projetiez par rapport à ce format, comment présenter les choses. Sinon, vous passez à côté, vous serez hors du sujet, et si vous êtes hors du sujet, vous serez pénalisé. D'accord? Ça, c'est important. Et autre chose, il faut qu'il soit numéroté. C'est la première figure, on va dire figure 1, deuxième figure, figure 2, troisième, figure 3, et de suite en suite, jusqu'à
qu'à la dernière figure. Pareil pour les tableaux, tableau 1, tableau 2, tableau 3, tableau 4, tableau 5. Quand vous numérotez, vous donnez des numéros SCC1, SCC2, SCC3, SCC4, SCC5, etc. Il faut toujours les numéroter. C'est ça qu'on attend de vous, qu'on vous demande de faire et de respecter. D'accord? Figure 1, figure 2, figure 3, figure 4, tableau 1, tableau 2, tableau 3, tableau 4. Voilà. C'est ça qu'on vous demande de faire absolument. Vous respectez et vous le faites. Et ça marche à merveille. C'est ça qu'on vous demande de faire. Autre chose, je préfère passer du temps à vous expliquer parce que ça me fait souvent mal de voir ça. Et autre chose également, on ne peut pas avoir 20 pages rédigées, il n'y a aucun tableau, il n'y a aucune figure. Mais là, il y a un problème. Là, on fait une thèse. Il y a des moments de synthèse, il y a des choses. On demande d'avoir une certaine création. Si vous allez expliquer ça du point de vue business, comment vous allez mettre ça en image? Est-ce que c'est pas un tableau? Est-ce que c'est pas une illustration quelconque, un organigramme, etc. C'est pour cela que c'est important. Quand on voit ces blancs comme ça, sans rien, on dit, hop, il y a un problème. Attention, il y a un problème. D'accord? C'est ça qu'il faut tenir compte. Il faut ajouter ces choses-là. Il faut toujours indiquer leur source, même si c'est votre création. Si c'est votre création à vous, vous allez ajouter en dessous création de l'auteur. Source de point, création de l'auteur. Bien, création personnelle ou création de l'auteur. Bien, mais si vous prenez ça, vous travaillez dans une entreprise, vous prenez ça dans un rapport d'entreprise, il faut citer les rapports. Source de tel rapport, etc. etc. C'est ça, il faut préciser la source. Quand on dit de préciser la source, c'est pas juste on balance, on dit source, on balance comme ça, mais il faut préciser. C'est appliqué à quoi? D'accord? Ça, c'est la chose la plus importante qu'il faut en tenir compte. D'accord? Et vous indiquez la source. Sinon, c'est du plagiat, vous voyez? Si vous ne citez pas la source, vous faites du plagiat. Et plagiat, c'est sanctionné par la loi. Toujours sur la forme, comment vous pouvez présenter un tableau, présentation et un tableau, soit un tableau, un graphique, un encadré, une figure, vous voyez, tableau 1, 2 points, présentation, etc., etc. Bon, quand on dit présentation du texte à l'intérieur d'un tableau, c'est pas ça que ça veut dire. Bon, là, c'est juste pour vous montrer. Si vous avez à l'intérieur du tableau, on présente les pourcentages d'hommes ou bien le pourcentage de femmes, ou on dit présentation du genre par rapport au pourcentage de participants, etc., etc. Vous voyez? C'est comme ça. Et puis, la source de points, bon là, il y a une petite erreur, il y a encore 2 points avant et après, il faut qu'il y ait un espace. J'ai oublié de mettre l'espace avant les 2 points. Vous voyez, source, plus loin, 2 points, plus loin, l'INSEE 2021. Vous voyez, c'est comme ça, vous présentez la source. Et quand vous faites ça, vous ne vous faites pas pénaliser. D'accord? Maintenant, présentation d'un graphique ou d'une figure. Là, vous voyez, graphique 1, présentation de l'emploi des salariés en pourcentage. Vous voyez, l'emploi des salariés. En France, là, on voit en fonction des différentes régions, Jura, rural, urbain, Alpes, Massif central, Manche, Vosges, Pyrénées, Atlantique et Méditerranée, et station montagne, etc. On voit comment ça évolue. Dit enquête de consommation 2021, source, 2 points, vous voyez là, c'est bien écrit. Source, plus loin après 2 points, et plus loin encore, l'INSEE. Tout à l'heure, dans notre source, les 2 points étaient accolés à source. Et ici, c'est totalement détaché. C'est ce format-là qu'il faut respecter, c'est comme ça qu'il faut présenter. Vous avez le graphique, le titre du graphique et le numéro 1, graphique numéro 1 et présentation. Et le titre, c'est ça. Et puis, la source en bas. C'est comme ça. Vous devez procéder. D'accord? Toujours sur la forme. On dit votre rapport doit être lu. On dit l'utilisation des ressources telles que monographie sur les thèmes de l'étude. Une monographie n'est autre qu'un ouvrage qui présente de A à Z tout sur un thème quelconque, tout sur un domaine particulier. C'est pour cela qu'on parle de monographie. Bon.
On voit ça beaucoup plus dans le domaine alimentaire, on va dire. Si on parle de beurre de cacahuète, on va voir de tout. Beurre de cacahuète, avant d'arriver à beurre de cacahuète, il y a la production agricole des arachides ou bien des cacahuètes, il y a la récolte, la transformation, et puis on a le beurre de cacahuète. Et puis la finalité, qui va consommer ou l'on consomme, tout ça, ce sont des informations que l'on ajoute au fur et à mesure dans ce cadre-là. D'accord? Au fur et à mesure, on ajoute ces informations-là. C'est pour cela, c'est très important. Vous ajoutez ces informations. Voilà. Et ça peut être des ouvrages collectifs, ça, ou bien des ouvrages qui rassemblent des articles, des ouvrages collectifs avec des chapitres, ou bien des ouvrages qui racontent des articles, qui rassemblent des articles de revue, ou bien recherche autour d'un thème, ou bien une thèse doctorale. C'est ça, vous aide quand même, c'est important. Ça permet d'affiner les thèmes de l'étude. OK? Comme ressources. D'autres ressources également, les références dans les textes, comment vous présentez les références. On dit en minuscule avec la première lettre en majuscule, et c'est comme ça, vous citez les noms des auteurs. Les noms des auteurs, pas leur prénom, c'est toujours leur nom. Leur nom, c'est toujours en minuscule avec la première lettre en majuscule. C'est ça qu'on peut demander. D'accord? Et puis, autre chose, entre parenthèses, dans le corps du texte, en précisant la date. Exemple, auteur, virgule, date 2022. C'est la précision. Auteur, ça fait le nom de l'auteur qu'on met ici. Là, on a l'exemple ici, on a Dupont. C'est Dupont qui est l'auteur. On dit jusqu'à 3 auteurs, les noms sont cités dans leur intégralité. Si vous avez moins que 3 auteurs, vous pouvez ajouter les deux. Si vous avez plus que 3, vous avez ajouté pour le premier auteur, après vous ajoutez et al. Jusqu'à 3 auteurs, les noms sont cités dans leur intégralité. Vous voyez, Dupont, Durand et Lefebvre, virgule 2022. C'est ces 3 auteurs. D'accord? Mais si on a plus que 3, on va ajouter et al. Par exemple, on a Schmitt et al. Il y a plus que 3 auteurs. Mais comme le premier, c'est Smith, on sous-entend que c'est Smith qui a travaillé primordialement sur le sujet. Le travail primordial a été fait par Smith. C'est pour cela qu'on ajoute Smith. D'accord? C'est pour cela qu'on ajoute Smith comme le premier. Le premier qui a travaillé sur le sujet, c'est Smith. OK. Maintenant, toujours sur la forme, on dit la bibliographie doit présenter sous forme APA. Dans la norme APA, c'est la norme de présentation des références bibliographiques. Bon, dit comme ça, ça paraît un peu ésotérique. Bon, il y a différentes manières, vous pouvez le citer. Là, c'est la manière APA classique. APA classique, vous ajoutez le nom de l'auteur suivi de l'initiale, entre parenthèses, virgule, et vous ajoutez le titre de l'article. Alors, les articles, c'est normal, vous écrivez, et puis, virgule, plus loin, vous ajoutez la revue en italique, et puis le numéro, volume, et puis le nombre de pages, ou bien les pages. Ça allant de 3 à 19. Ça, on dit c'est un article qui a été publié dans Recherche et Application Marketing. Voilà, et puis volume, c'est 15, et numéro, c'est 1. Ou bien numéro avant, numéro 15, et volume, c'est 1, et pareil ça. Mais pour les ouvrages, c'est différent. C'est le titre de l'ouvrage qui est en italique. Le titre de l'ouvrage est en italique. Et puis, la maison d'édition est normale. Ici, on voit le titre de l'article en italique. La revue est en italique. Le titre de l'ouvrage, c'est normal. Le titre de l'article est normal. Et la revue est en italique. Dans le cas de l'ouvrage, c'est le titre de l'ouvrage qui est en italique. Le titre de l'article, c'est normal. Le titre de l'ouvrage en italique. Le nom de la revue où l'article a été publié, c'est en italique. Par contre, le nom de
la maison d'édition est normale, mais le titre de l'ouvrage reste en italique. Un extrait d'ouvrage est considéré comme un article, d'accord? Un extrait d'ouvrage est considéré comme un article. C'est pour cela, le titre de l'extrait ou bien chapitre d'ouvrage est en normal et puis on ajoute le nom du livre où ça a été publié en italique comme ici. Comme ici, oui, en italique. C'est simple à comprendre. On a ouvrage, article, extrait d'ouvrage ou chapitre d'ouvrage. Extrait d'ouvrage égale à chapitre d'ouvrage. Vous n'allez pas vous y tromper. Alors, pour les communications ou un acte dans les conférences, c'est pareil, c'est comme un article que vous avez publié. C'est seulement, vous allez voir que le titre de la conférence, vous ajoutez en italique. Le titre de la conférence et les lieux en italique. Voilà, c'est cet exemple-là qu'on a. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, en italique, point de vente, en italique, etc. Alors, webographie, cytographie. Webographie, ou cytographie, c'est les articles de blog, les articles qui sont publiés sur Internet. On a accès seulement sur Internet. C'est sur Internet qu'on a accès. On peut y accéder seulement par le biais de l'Internet. La webographie, c'est pour cela, le titre, de façon normale, c'est comme un article. Et après, on ajoute le lien, l'hyperlien. Bon, l'hyperlien, vous pouvez ajouter l'hyperlien en italique. Généralement, c'est en italique. Mais il faut, si ce n'est pas en italique, il faut mettre en italique. D'accord? Et puis, vous ajoutez la date de consultation entre crochets. Il faut toujours ajouter la date de consultation. Comme aujourd'hui, nous sommes 16 décembre, on peut ajouter date de consultation, comme on dit consulter le 16 décembre 2025. D'accord? C'est pour les articles de blog. Les articles qu'on trouve seulement sur Internet, on ne peut pas avoir des volumes sous forme de papier. Ça, ce sont des articles de blog, hein, déjà. Même si c'est professionnel, même si c'est académique, ça reste toujours un blog. Quand ce n'est pas un working paper, ce n'est pas un article d'un auteur qui l'a publié, hein, comme ça, on considère que c'est un article de blog. Les articles de blog, les articles dans les médias, les articles des médias, de la presse en ligne, de la presse en général, les articles de presse sont sous format-là, c'est plutôt des webographies ou cytographies. Il faut différencier, dans le cadre de votre thèse, il faut différencier les ouvrages, les articles, les chapitres d'ouvrages et les actes des conférences des documents qui sont publiés uniquement sur Internet, qu'on appelle soit webographie, soit cytographie. D'accord? C'est ça qu'il faut faire. Pour terminer, il faut ajouter des annexes. C'est toujours sur la forme. Les annexes, voilà, dans le même format que les textes principaux. Alors, c'est pas dire, les annexes ne sont pas là pour jeter des informations. Parfois, on a tendance à dire, à considérer que les annexes, c'est juste des contenus à part. Non, pas du tout. Ce ne sont pas des contenus à part. C'est plutôt des contenus qui participent dans le cadre de votre travail. C'est la raison pour laquelle les annexes, il faut les bien rédiger sur le même format, même police des caractères et même taille de police des caractères. D'accord? OK? Et c'est toujours après la bibliographie. Les annexes, ce ne sont pas avant. Parce que vous avez la bibliographie. Une fois que vous terminez votre rédaction, vous faites la conclusion, vous passez à la bibliographie. Après la bibliographie, vous ajoutez les annexes. C'est pour ça qu'on appelle ça annexe. C'est juste après. C'est après, une fois qu'on a la biographie, c'est vrai, on a le document complet. Maintenant, on passe, après la bibliographie, on passe aux annexes. Hein. Ces annexes doivent être figurées après la bibliographie. Et doivent être numérotées et chacune commence dans une page. On ne peut pas terminer l'annexe 1 dans une page en même temps. Dans cette même page, on commence l'annexe 2. Maintenant, il faut sauter une page pour commencer l'annexe 2. Pareil pour l'annexe 3, vous sautez, si vous terminez, il faut sauter la page, il faut passer à la page suivante en quelque sorte. Il ne faut pas rester sur la même page. La page que vous avez terminé une annexe, vous pouvez continuer avec une prochaine annexe là-dedans. C'est ça qu'on vous demande de faire. Vous faites un saut des pages et puis
permet de commencer dans une nouvelle page et ça permet aux annexes de ne pas bouger, de passer d'une page à l'autre. Non, ça reste collé. D'accord? Il faut faire en sorte que les annexes commencent toujours dans une nouvelle page et les annexes soient numérotées. Il faut toujours une numérotation pour chaque annexe. Annexe 1, annexe 2, annexe 3, annexe 4, annexe 5, annexe 6, etc. D'accord? On dit que la structure doit être identique et ou homogène entre introduction générale jusqu'à la conclusion générale. Dans l'introduction générale, comment vous avez procédé, la mise en contexte que vous avez faite, vous rappelez ces informations à la conclusion générale. Vous rappelez ces informations parce que ces informations sont cruciales à la fois pour vous et pour les lecteurs. D'accord? Vous rappelez ces choses-là. Et autre chose dans la cohérence, si vous rédigez par Times New Roman, il faut Times New Roman du début jusqu'à la fin. Si vous rédigez avec Arial, il faut Arial du début jusqu'à la fin. Mais on vous conseille toujours Times New Roman 12. Times New Roman 12 ou Times New Roman 12. Ça, c'est important d'avoir Times New Roman 12. Et votre document final doit être numéroté ou paginé. Sans numérotation, sans pagination, vous perdez des points et vous n'avez pas de document aussi. Je vous parle de ça parce que ça m'était arrivé. Bon, ce n'était pas ma faute. J'ai travaillé avec une maison d'édition pour mon premier ouvrage que j'ai envoyé. Mais étant donné que la maison d'édition m'a envoyé un fichier pour que je puisse insérer mon document et ça donne le nombre de pages. J'avais vu le nombre de pages. Et pourtant, comme je n'avais pas numéroté, j'étais nouveau. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et puis, l'ouvrage est sorti sans numéroté. Heureusement, c'était un échantillon de 30 ouvrages. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet échantillon? J'ai donné gratuitement à tout le monde. J'étais obligé de donner gratuitement les 30 ouvrages pour rappeler que ça n'a pas été numéroté. Malgré, bon, il y avait un problème de contrôle de qualité. Quand c'était sorti, si la personne avait vu qu'il n'y avait pas, l'éditeur à la maison d'édition avait vu qu'il n'y avait pas de numérotation, il dit, frère, m'appeler. Elle ne m'a pas appelé. D'accord? La maison d'édition m'a pas appelé. Et puis, c'est comme ça. J'ai perdu de l'argent. Ces 30, heureusement, ce n'était pas déjà vendu parce que j'avais commandé 30 pour faire un peu de promotion. C'est pour cela que j'ai donné gratuitement à des gens 30. C'était pas facile. Mais au final, ça m'a permis au moins de sortir un document, de comprendre que la maison d'édition ne suffit pas tout, c'est à vous de tout faire. C'est pareil, on dit votre document doit être paginé et numéroté. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Ok, maintenant, on va rentrer sur le fond des choses. On ne va pas se précipiter parce qu'on aura du temps pour voir ça. Il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Et puis, on va commencer à retravailler les littératures avec les étudiants qui sont en 3e année et 4e année pour voir comment avoir une vraie revue de littérature. Bon, là, on a sur tout ce qui concerne du classique. Du classique, c'est-à-dire que on est sur la revue de littérature, comme ça, c'est pratique en milieu universitaire, dans les milieux universitaires pour les thèses universitaires. Bon, ça, on avait déjà parlé de ça. Non, on n'a pas encore parlé. On avait déjà, quand on avait parlé pour vous, c'était par rapport à la thèse. Maintenant, on va rentrer. C'est quoi la revue de littérature? Comment rédiger une revue de littérature up-to-date? Et pourquoi les références sont-ils cruciales? Alors, la revue de littérature, comme on avait dit, que tout ce qu'on avait lu, tout ce qu'on lit, soit sur un blog, soit vous regardez une vidéo sur YouTube, soit une information que vous regardez sur Facebook, c'est de la littérature. Une musique que vous écoutez, c'est de la littérature. Ça, il faut que vous ayez ça en tête. Et c'est de la littérature. La littérature n'est autre que les contenus qui sont autour de votre sujet. Les contenus qui parlent de votre sujet, c'est la maîtrise de ces contenus-là, c'est la synthèse de ces contenus et comment vous vous appropriez. C'est l'appropriation de l'ensemble des contenus autour de votre sujet. Alors, si vous travaillez sur la santé, par exemple, tout ce qui concerne le monde de la santé, tout ce qu'on parle dans les blogs, sur Internet, dans les émissions, bien les articles que les experts écrivent,
ça fait partie de la santé et ça, c'est important pour votre travail. C'est de la littérature. D'accord? C'est de la littérature. OK, ça, c'est la littérature. On dit comment rédiger une revue de littérature up-to-date. Revue de littérature up-to-date, qu'est-ce que ça signifie? C'est une revue de littérature que vous citez des auteurs récents. Ou bien vous citez des références récentes, des publications récentes, des travaux qui sont récents. Ce n'est pas une revue de littérature que vous allez citer seulement des auteurs anciens. Vous pouvez commencer avec ce qu'on appelle sous-bassement théorique. Il y a des auteurs qui ont travaillé, qui sont parmi les premiers à travailler sur un sujet, vous les citez. Ça, c'est la sous-bassement théorique. Ce sont des auteurs récents que vous citez dans le cadre de votre travail, des auteurs récents. Alors, oui, les auteurs anciens qui ont premier travaillé sont parfois très anciens. S'il y a des auteurs 1920, 1930, 1945 ans, il faut les citer. Ça, ils sont à la base de votre travail, d'accord? Comme ce sont des auteurs qui sont à la base de votre travail, vous les citez, hein, ça c'est important. Mais par contre, depuis le début, depuis 1950, 1930, il y a d'autres travaux. Il y a des travaux qui sont plus récents. C'est pour cela qu'il faut les citer. Si on parle de genre quelqu'un qui travaille sur l'intelligence artificielle à utiliser dans un pays en voie de développement. Mais bon, l'intelligence artificielle, c'est une technologie. Les travaux qui sont à la base de la diffusion, les travaux des diffusionnistes, à la base, on a les travaux de Rogers. Les travaux de Rogers, ça date dans les années 60. C'est très long, c'est très loin. Il faut les citer comme des travaux de base, mais par contre, il y a des nouveaux travaux qui parlent de l'intelligence artificielle, sur la diffusion, comment ça se diffuse dans la société. Peut-être c'est facilité par COVID-19, comme tout le monde le dit. Là, par rapport à ça, vous faites évoluer. Vous allez trouver des articles récents qui parlent. C'est ça, c'est pour cela, quand vous citez ces articles récents et avec ce qu'ils apportent, ce n'est pas juste pour les citer pour citer, vous dites que tel auteur, en 2024, qu'est-ce que tel auteur a dit, ou bien 2025, qu'est-ce que tel auteur avait dit. Par rapport à ça, ça permet d'avoir une revue de littérature up-to-date, d'accord, qui colle avec la réalité et qui reste correcte. Et cette revue de littérature, par rapport à cette revue de littérature, vous êtes en contact avec votre sujet et vous pouvez encore aller plus loin. Alors, les références sont cruciales, il faut les citer parce que, comme on avait dit tout à l'heure, si vous ne citez pas les références, c'est considéré comme du vol. Le plagiat, en quelque sorte, c'est du vol. Quand vous plagiez, c'est comme si vous volez. D'accord? Il ne faut pas plagier. Le plagiat est considéré comme du vol. C'est pour cela qu'il ne faut jamais plagier. Il ne faut pas plagier. Dans le cadre de votre travail, il faut citer les références. Quand vous ne citez pas les références, c'est du vol. C'est vrai, je m'adresse aux étudiants qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Quand vous utilisez l'IA, ChatGPT ne vous donne pas des références. Il faut demander des références pour que ça vous donne des références. C'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser. Rédiger, même si vous faites des fautes, ce n'est pas un problème. Après, vous pouvez demander l'IA de vous corriger. Est-ce que vous pouvez me corriger ces textes en fonction de vos connaissances, vous corrigez, vous vous faites passer pour mon guide, pour mon correcteur. D'accord? Ça concerne ma thèse doctorale. Et puis, quand la correction se termine, vous réalisez, vous regardez, est-ce que ça correspond? Parce que quand ChatGPT va vous corriger, vous demandez d'être mon correcteur, ChatGPT va vous corriger avec un français académique d'ordre purement littéraire. Par contre, ça peut perdre en valeur en termes de capacité managériale, capacité business, un langage business, un langage manager. On perd ça quand c'est ChatGPT vous demande. C'est pour cela que je vous demande d'être très vigilant. Et après, vous pouvez changer, ajouter des thèmes purement managériaux. OK. Alors, ça, c'est important. Pourquoi? On dit c'est crucial, il faut les citer sinon. Alors, pour vous, les lecteurs doivent savoir quels sont les auteurs antérieurs que vous comptez, sur quel auteur antérieur que vous comptez. Par exemple, moi, je travaille dans l'adoption des technologies. Je me base souvent sur Davis, le thème de Davis, ou bien je me base souvent sur Bhattacharjee,
en termes de l'adoption, usage, continuité d'usage et satisfaction, mesure de la satisfaction. Ou bien, je cite souvent 24H, 24H qui parle de l'adoption des technologies dans un contexte personnel. Vous voyez, c'est ça. Je mets en avant ce courant-là, ces lignes-là, et qui me permettent d'aller plus loin. OK, hein? Et l'auteur aussi, ça permet de savoir sur qui vous êtes basé, hein, les lecteurs. Et dans ce cas-là, il va se concentrer sur la critique de vos contributions. Ces critiques vont être basées sur vos contributions. Au lieu qu'il va dire quand même que votre revue de littérature ne colle pas ou bien votre revue de littérature est insuffisante, il va beaucoup plus accentuer sur vos contributions, les résultats que vous trouvez. D'accord? C'est ça. Quand je parle de lecteurs, on parle de vos rapporteurs, les personnes qui vont faire partie de votre jury. Ce sont ces personnes-là, c'est de ces personnes-là que je parle. Ce sont ces personnes-là qui vont s'intéresser, qui vont dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ça, c'est la première chose. Hein, et pour les autres, hein, déjà, les références, on parle pour les autres doctorants ou bien les personnes qui vont écrire des articles autour des thèmes qui sont connexes à votre sujet. Et ces personnes-là vont être guidées par vos références. D'accord? Vos références vont utiliser votre revue de littérature, vont utiliser les auteurs que vous citez pour trouver des informations, trouver d'autres articles que ces auteurs ont écrits et vont lire ces articles parce que vous avez cité et à la fin, vous allez ajouter les titres des articles ou bien les titres des ouvrages. Ça permet de trouver, de lire et de comprendre et d'aller plus loin. Ça aide les autres. Ça vous protège. Déjà, on ne va pas critiquer votre revue de littérature, on va beaucoup plus baser sur vos résultats pour avoir des critiques constructives. Et par rapport aux autres, pour les autres, ça va guider les autres dans leur recherche. D'accord? Ça va guider les chercheurs dans leur recherche et d'avoir des auteurs pour citer dans la rédaction de leur revue de littérature. Et aussi, ça permet de limiter les plagiats aussi. Pour vous. On dit que le plagiat, c'est interdit par la loi. Et on peut facilement trouver, si vous êtes plagié, facilement trouver avec un logiciel anti-plagiat. On a Turnitin et Compilation, c'est deux logiciels. Et ces logiciels intègrent l'IA. Ces deux logiciels intègrent l'IA. C'est pour cela il faut que vous prêtez attention à ça, à ce jeu. Il ne faut pas plagier. Peut-être si on a un peu de temps, on peut parcourir un petit peu ces logiciels. Mais bon, je dois il faut qu'on soit connecté, il faut qu'on aille plus loin. D'accord? Restez connecté. Dommage, on n'est pas en présentiel pour qu'on puisse poser des questions. C'est pour cela que je vous attends la semaine prochaine en présentiel pour que vous puissiez poser des questions. On va dire le plagiat, c'est interdit par la loi. C'est pour cela que vous pouvez limiter. Quand vous citez un auteur, il faut quand vous prenez du contenu ici d'un auteur, il faut citer l'auteur. Quand vous citez l'auteur, ce n'est pas juste citer pour citer. Il faut que ça corresponde à ce que vous avez pu lire sur l'auteur. Et en même temps, vous pouvez paraphraser, par exemple. D'accord? Vous pouvez paraphraser, mais on avait précisé tout à l'heure, il ne faut pas avoir de l'overdose. Il ne faut pas dire selon tel auteur, selon un tel, et puis ça nous fatigue. Voilà, alors, on dit que si vous faites du plagiat, quel que soit le logiciel qu'on peut utiliser, soit Compilation ou Turnitin, ça permet de détecter les plagiats. Il faut limiter les plagiats. Il ne faut pas plagier les autres. Il faut limiter les plagiats. Et si vous ne plagiez pas, ça vous protège et ça protège votre travail. Bon, ça, c'est un exemple. On va voir déjà. Ça, c'est sur l'adoption des technologies. La personne a commencé les travaux portant sur l'adoption des technologies de l'information. On vérifie une série de variables pour cerner le processus d'adoption d'une technologie par les usagers. Et ces variables sont entre autres l'intention d'adopter de Jackson et Ali en 2006, Chin et Gopal 2015. Bon, il faut qu'il y ait 2 points avant point virgule. Et Karahana et Al. C'est Al, c'est pas Ali. C'est Ali, c'est Al. Bon, Ali, ça c'est latin, Ali, mais plutôt Al, point Al.
D'accord? Et c'est mieux. Et l'adoption, notamment les travaux sur l'adoption de Sultan Etchen en 2000 et l'acceptation, les travaux sur l'acceptation par Al-Ghattani et virgule 2001, point virgule, Shaw, virgule 1996, et l'intention d'utilisation de Agarwal Prasad, point virgule, 24H et Davis 2000. Et l'utilisation de Moon et Kim 2001, Zachna et 1996, l'utilisation continue de Kim et Malhotra 2005. Voilà, vous voyez, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'auteur a utilisé une revue de littérature. Dans sa rédaction, il a cité pour tel travaux, il faut voir tel auteur. Là, moi qui travaille sur ces domaines-là, si je travaille par exemple sur ces domaines, sur l'adoption, je sais que je vais regarder l'article de Sultan Etchen. Si je travaille sur l'acceptation, je vais, en tant que lecteur, je vais regarder Al-Ghattani 2001, Shaw 1996. Si je travaille sur l'intention d'utilisation, je vais regarder les travaux de Agarwal et Prasad, également de 24 chez Davis, hein, c'est pas David, c'est Davis. Et pareil, si je travaille sur l'utilisation tout court, je vais consulter des travaux de Moon et Kim, et également les travaux de Zachna et en 1996. Si l'utilisation continue, ça veut dire sans arrêt, l'utilisation continue, les réseaux sociaux, c'est utilisation continue, un téléphone, c'est utilisation continue qu'on fait avec les téléphones. On commence par utiliser, après on met de côté, on pense à revenir après. Non, c'est l'utilisation continue. D'accord? Si vous avez une grille pain, c'est l'utilisation continue comme technologie. Si vous avez votre frigo chez vous, c'est l'utilisation continue. Vous voyez? C'est comme ça, si je mène des recherches sur ces domaines-là, c'est pareil, je vais voir. C'est un ordinateur portable dans mon lieu de travail, bien pour mon usage personnel, c'est l'utilisation continue. Je vais continuer à utiliser. Parfois, on ne change même pas de marque. Si on va changer d'ordinateur, on passe toujours avec la même marque. On va juste changer de modèle. On prend une nouvelle marque. D'accord? C'est ça, c'est l'utilisation continue. D'accord? La continuité d'usage. Voilà, ça, c'est le modèle. Alors, on dit pourquoi c'est crucial. On avait déjà parlé pourquoi. On dit c'est crucial dans le cadre de la recherche. Alors, objectif de la revue de littérature, déjà. Quels sont les objectifs derrière la revue de littérature? Les objectifs, on a plusieurs. C'est la boîte à outils de votre travail. C'est la revue de littérature qui précise tout sur votre travail, qui clarifie tout, qui lève les ambiguïtés. Ça lève les ambiguïtés. Tous les points d'ombre, les points de doute, les incompréhensions que vous avez au départ. C'est grâce à la revue de littérature que vous allez comprendre. Et vous voyez, parfois, on a des doutes. Moi, personnellement, quand je travaillais sur ma thèse, j'avais des doutes au départ. Mais au fur et à mesure que je rentre dans la rédaction, j'ai lu d'autres thèses, j'ai lu des articles, plusieurs articles, je commence à comprendre, à apporter des précisions dans la revue de littérature, grâce à la revue de littérature, et rendre les concepts plus précis. Les concepts qui vous paraissent flous, c'est grâce à la revue de littérature, vous allez les enlever. Par exemple, on a pour innover, pour rentabiliser une organisation, etc. Positionner un sujet dans des œuvres existantes. Alors, dans la revue de littérature, vous ne travaillez pas de manière isolée votre sujet. Votre sujet rentre dans un cadre précis, avec d'autres sujets, bien sûr. C'est ça que vous faites dans le cadre de ce travail-là. Avec d'autres sujets, bien sûr. Et quand vous faites ce travail, ça permet de placer votre sujet dans un champ qui existe déjà. Bien placé dans les champs connexes à votre sujet. C'est ça que vous faites, c'est ce travail-là que vous faites dans la revue de littérature. Et ça permet de renforcer vos déclarations. Déjà, ça permet de renforcer vos déclarations. Au fur et à mesure que vous rédigez la revue de littérature, c'est au fur et à mesure que vous allez comprendre votre sujet, c'est au fur et à mesure que quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez expliquer ce que vous êtes en train de faire, vous allez expliquer ce que vous attendez, ce qui existe déjà. Il faut rédiger.
Ce n'est pas de lire, de mettre de côté, mais il faut rédiger. C'est ça qu'on vous demande de faire, toujours rédiger. Vous faites ce travail grâce à la revue de littérature. D'accord? Vous rédigez, vous affinez et vous avancez. C'est ça. C'est comme ça. Après, il n'y a pas autre chose à faire. Rédiger, affiner et avancer. D'accord? Ça renforce vos déclarations. Ou vous montrez votre propre travail aussi, parce qu'il y a une synthèse à la fin. À la fin de chaque section ou bien à la fin de chaque chapitre, vous faites toujours une synthèse. C'est là que vous montrez votre propre travail. Alors, pour la revue de littérature, on va s'arrêter là. On dit c'est la boîte à outils du chercheur, c'est votre boîte à outils, hein, c'est ça qu'on avait dit. Et dans votre boîte à outils, il y a différentes sources d'informations que vous allez utiliser pour rédiger, pour avoir cette boîte à outils. Dans votre revue de littérature, on va regarder quelles sont les données qui sont des sources primaires, les données de premier main, quelles sont les données qui sont des sources secondaires. Les données de premier main, les sources primaires, déjà, c'est que dans la revue de littérature, quand vous faites la synthèse et votre compréhension, l'interprétation que vous faites, ça, c'est considéré comme des données de sources primaires. D'accord? Ça peut être sous interne, sous externe. Bon, ça, c'est pour le cas de quand vous travaillez pour une entreprise. Et puis, des données de sources secondaires. Les sources internes et externes, pareil. Sources secondaires, ce sont les données de seconde main. Seconde main, de première main et seconde main. Seconde main, ça veut dire que les données que vous trouvez dans d'autres sources. Par exemple, les données primaires, c'est ce que vous trouvez dans les résultats d'enquête. Par exemple, c'est données primaires. Données secondaires, ce sont des données que vous trouvez dans les livres, dans les articles, pour être simple. D'accord? Dans cette boîte outils, on va voir les données primaires, les données des études, menées, des études, ce sont des données primaires. Bon, il peut y avoir une opinion, l'opinion d'expert, d'un expert, ce que vous trouvez dans les journaux, etc. Ça, c'est primaire. Mais par contre, des données secondaires, c'est quand il y a des données qui sont déjà retravaillées, qu'on trouve à la fois dans un article du blog, dans un article scientifique, dans un ouvrage aussi. Ce sont des données secondaires. D'accord? Des données secondaires. Les résultats d'enquête, données primaires. Bon, c'est là qu'on arrête. On se donne rendez-vous la semaine prochaine en direct. Bon, je sais que ça va être un peu lourd pour vous. D'ici là, restez connectés. C'est toujours un plaisir pour que j'échange avec vous. Essayez de venir en nombreux la semaine prochaine. Je reprends pour vous. Vous devez déjà travailler sur la fiche cadre pour présenter votre domaine, votre sujet, le domaine de la thèse, le thème général, le grand thème de la thèse, le thème général, le sujet et la problématique. Ces trois choses-là sont importantes pour vous et pour le DBA. Une fois que vous faites ce travail-là, et on peut encore aller plus loin. Merci. Rendez-vous à la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier, tous les documents se trouvent sur la plateforme.